Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, J-2 avant Marseille-Paris Saint-Germain, spécial Eric Dimeco. Oui. Aujourd'hui dans le journal moyen, Eric nous a fait rêver. Franck Passy commence à sérieusement s'agacer. Et puis on parlera d'argent, parce que Vincent dans le Moscato Show, on aime l'argent. Voilà. Ça sera pas la page Emmanuel Le Chibre. Tu vas te transformer. Ça va être sérieux. Voilà. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 120e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Et oui. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien. Non mais par contre là, quand Ranieri se fait virer après le titre de champion, il peut pas se faire virer lui du... Il a rien gagné pour le moment. Chialer, vas-y. Allez. Sans transition, direction... C'est le Nord. Eh oui, direction Lille, où dans le club de la ville, le LOSC, tout est très clair, Vincent, je te résume la situation. Un entraîneur numéro 1 a signé, mais seulement à partir du 1er juillet. En attendant, un entraîneur numéro 2 a signé, lui, en tant que numéro 1. Mais avant peut-être de revenir numéro 2 à la fin de la saison. Mais lui répète que désormais il veut rester numéro 1. Donc c'est clair à Lille, tout va bien, c'est très simple. Oui, ça me j'ai compris. Surtout quand tu joues le maintien, c'est très sain comme situation. C'est aussi très clair pour les joueurs. Franck Passy répète à chaque conférence de presse qu'à 50 ans, il se voit donc désormais entraîneur principal et numéro 1. Hier, en conférence de presse, pour son joueur Sébastien Corchia, c'était pas si clair que ça. C'est très bien que Franck Passy va être là aussi en tant que adjoint de Marcelo Bielsa. Donc, non, c'est pas ça. Non, c'est pas confirmé. Je pense que c'est la boulette. C'est comme ça. Après, on verra comment ça va se passer. Moi, j'ai pas d'infos supplémentaires, mais c'est ce que je pense. C'est tout. C'est très clair comme situation. C'est très clair. Du coup, Passy arrive après en conférence de presse. Il était censé parler du match. Est-ce qu'on est sûr de la personne qui parlait? Oui, on est sûr. Passy était censé parler de Lille-Bordeaux, mais il est obligé de répondre à son petit joueur Sébastien Corchia. Je savais pas que Sébastien Corchia était mon agent. Il connaît des choses, ou Madame Irma, parce que si lui sait ce que je vais faire après le 30 juin, moi je le sais toujours pas. Chapeau aux dirigeants du LOSC qui ont conceptualisé peut-être la situation la plus absurde de l'histoire de la Ligue 1. Non, mais il a bien pris. Tu crois? Ouais, il a bien pris. Ces joueurs, les jeunes, des fois ils disent des couillonnades. Les responsables, ce sont les dirigeants du LOSC qui ont créé cette situation. Mais quand il le dit, le petit Corchia, pour lui c'est évident. C'est comme pour nous d'ailleurs, alors que c'est peut-être pas si évident pour ça pour Franck. Sans transition, J-2 avant OM PSG, le Champions Project. Aujourd'hui, Eric, on enlève l'accordéon. Allez. Mais le vrai, mais le. Droite au bout. Droite au bout. Il va falloir mettre des sous. Et oui, voilà, c'est beau là. Imagine, tu rentres au stade de Vélodrome avec ça, 65 000. Accordéon interdit aujourd'hui, puisqu'à 2 jours du match au stade Vélodrome, les joueurs actuels de l'OM, dans leur préparation, évoquent les légendes. Alors lui, il ne joue pas, mais il prépare quand même son match. Bafétimbi Gomis parle de son amour pour l'OM dans le quotidien La Provence. Gomis raconte que tout petit, il fréquentait régulièrement le stade Vélodrome dans les années 90. De la Seine. Et il raconte, Bafétimbi Gomis, que raconte-t-il Gomis? Je voyais des stars, Basile Boli, Abedi Pelé, Papin, Waddle. J'ai toujours aimé un joueur au PSG, seulement Georges Weah, mais j'ai toujours été du côté de l'OM. J'étais notamment très impressionné par les tacles d'Eric Dimeco. Et oui, déjà le joueur. Il a pas dit les reprises de volée. Voilà, les tacles d'Eric Dimeco. Il était né. Et oui, il était. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Pour les plus jeunes qui nous écoutent, voilà un exemple de tacle d'Eric Dimeco lors de Paris Saint-Germain OM, Canal+. Nous sommes le 18 décembre 92. Le ballon arrive dans les pieds du Parisien, qui est très gentil en plus, Laurent Fournier. C'est un bon mec, Laurent Fournier. Oui. Intervention sur le terrain d'Eric Dimeco, puisqu'il est défenseur, Eric, donc il défend. Thierry Gilardi et Charles Bietri aux commentaires. Face à Abedi Pelé, Fournier face à Dimeco. Oh là là. Oh là là. Eric Dimeco. Écoutez. Le Parisien qui s'est levé immédiatement. Ça, il peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Eh oui, vraiment encore. C'est pas bon. Mais moi, j'ai du mal à me retenir. Quand je vois un beau joufflu comme ça, j'ai même encore à 50 ans, j'arrive pas à me retenir. Comme c'était une époque magnifique à l'époque, une époque où le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, commentait le match de son équipe à la télévision. C'était comme ça. C'était bon. Non, c'était énorme. Il commentait le match de son équipe. C'était énorme. Quand on y pense maintenant. À la direction, aux commentaires, aux finances. Ministre. Écoutez en direct donc au Parc des Princes sur Canal+, écoutez son explication. Donc Bernard Tapie analyse du tacle d'Eric Dimeco, son propre joueur. Mais en plus de ça, 9 fois sur 10, oui. objectivement, il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur. Et vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'en plus, il donne un sentiment comme ça d'être... Alors d'abord là, il y a faute parce que franchement, quand même.
si le pied est pris en même temps, ça peut être très grave. Par conséquent, c'est pas des choses à faire. Et en plus de ça, 9 fois sur 10, regardez, vous allez voir, le joueur se relève avec rien. Et oui, mais ça veut absolument rien dire en plus. Menteur comme un arracheur de dents sur le coup. Est-ce que c'était pas une époque extraordinaire avec rien. Alors, non mais c'est une époque. C'est une époque. il n'y a pas du tout de collusion d'intérêt. Non. Non mais ce tacle tourne sur internet, mais aujourd'hui tu fais le tacle comme ça, tu prends 6 mois. Mais tu rejoues plus au foot peut-être, c'est un truc de fou. Non, jouez pas au foot, mais tu prends beaucoup. Allez voir le tacle sur le compte Twitter du Super Moscato Show, c'est un attentat, voilà, ce qu'on appelle un attentat dans le foot. Et à la limite, tout le monde se régalait de ça. Ça faisait partie du foot. Mais c'est vrai, on attendait Eric quand il mettait un tacle, tout le monde se régalait. Et en plus, t'as vu l'ambiance que ça mettait au stade à Paris. Saint-Herville et les Vachettes, on attendait Eric. Ce match-là, tu regardes de l'autre côté, il y avait Ricardo, il y avait Antoine. Il n'y a pas que des poètes. Non mais c'est 20 minutes, il y a des coups, mais des deux côtés, il faut pas croire. Continuons sur toi, Eric Dimeco. Avant les grands matchs, les supporters se remémorent les moments historiques de l'OM. Merci à notre auditeur qui s'appelle Mehdi, qui m'a envoyé un très joli moment sur Twitter il y a presque 24 ans. Le 26 mai 1993, l'OM vient de gagner la Ligue des Champions face au Milan AC. Les premiers, jamais les premiers, pour l'instant personne d'autre l'a fait. Dans le Super Moscato Show, on vous passe souvent cet extrait sur TF1, Eric en larmes sur le terrain au micro de Pascal Pro. Oui, Thierry en compagnie d'Eric Dimeco pour une première réaction. Eric Dimeco. Il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Eric en larmes. Oui, 24 ans. C'est vrai. Et donc Mehdi nous a envoyé une séquence encore plus émouvante. 1 heure après le match, 1h30 même après le match, Eric est seul dans le studio de TF1, qui est au stade à Munich, avec un certain Jean-Michel Larquet. Eric, avec sa toute petite voix très mignonne, tu es encore sous le choc de la victoire. Quand on perd une finale dont on est favori, Jean-Michel, on prend un vrai coup de vieux. Là, je crois que l'équipe s'est remise immédiatement sur les rails pour en arriver au résultat d'aujourd'hui. Eric. J'avoue que c'est vrai qu'après Paris, on était tous très déçus parce qu'on ne pensait pas qu'on referait une finale de sitôt. C'est mignon. On a l'habitude de dire que déjà quand on a fait une, c'est beau. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de déceptions chez les supporters et chez les joueurs. Bon, j'avoue que en plus j'ai été blessé derrière, je pensais vraiment pas refaire une finale 24 mois après. Et alors la gagner comme ça, là, j'ai eu 5 minutes de courir à la fin du match, mais là, j'avoue que je suis... Je réalise pas encore, je me languis d'être à Marseille pour voir un petit peu, pour fêter ça avec les Marseillais. Je crois que c'est la folie là-bas et c'est un petit peu pour eux qu'on a fait et on est content d'avoir réussi. C'est plus efficace que le bout de bois à ramener à Gaillac. 30 ans, Eric Dimeco. C'est bien. Mais c'est génial, tu sais quoi? Ce qui est énorme aussi, c'est de voir Jean-Michel Larquet avec toi, c'est incroyable. Il savait parler, contrairement à... Petite larmichette, Eric. Non, mais c'est, tu vois, c'est des moments, j'avais oublié qu'après le match, j'avais parlé avec Jean-Michel. Bah voilà. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Le Fossia, tu me souviens la soirée. Non, mais le seul souvenir que j'ai d'après le match, c'est que j'ai dû passer une demi-heure, 3/4 d'heure au contrôle antidopage. Avec Albertini, il y avait Voleur, Rudy, et puis je sais plus qui c'était le. match que t'avais fait, c'est sûr. Non, mais j'avais bu des bières, j'étais revenu dans le vestiaire, il y a pratiquement plus personne. Enfin, je veux dire, c'était bizarre comme après-match. Et pour conclure cette séquence nostalgie, il y a 25 ans dans le foot, quand Dimeco, Marseillais, gagnait un titre, Ligue des Champions au championnat de France, il était obligé de remercier certaines personnes. Alors, je voudrais saluer José, le Grec, le Baron, tout le monde. Je représente un petit peu ce soir. José, le Grec, le Baron, c'est ça Marseille. Non, c'est pas le même jour. C'est mignon. Et là-bas, le Grec, c'est alors maintenant, est-ce qu'on peut entendre la sextape maintenant? Mais non, mais c'était le surnom des joueurs. Christian Caminiti, c'était le Grec. Ah non, le Grec, c'est là où tu mangeais tous les midis. Non, c'était le surnom de Christian Caminiti. Le Grec, c'est celui qui tenait la boîte au panier. Le Baron, c'était Jacques Lopez. Mais bien sûr. Voilà, c'est émouvant, Eric. Et puis, pour conclure encore, Pascal Olmeta, Pierrick Ten, notre reporter, a rencontré Pascal Olmeta aujourd'hui. Ah, mais t'as enregistré que les cerveaux là. Pour lui, pour Pascal Olmeta, aujourd'hui, un Marseille-Paris Saint-Germain, c'est pas comme avant. Ce qu'on avait pu connaître nous, tout se passait dans les vestiaires. Et aujourd'hui, ce qui me désole un peu, c'est quand des joueurs, même après le match, que tu es perdu, que tu arrives à t'embrasser, rigoler. Non, ça non. Mais non, il faut se mettre des coups de tronche à la fin du match. Faut pas se faire des bisous dans les couloirs entre Marseille et Parisiens. C'est Pascal Olmeta, voilà. Sans transition, argent. Pascal Olmeta. Un rendez-vous qui fait toujours beaucoup parler chez nous, puis partout, dans la rue, etc. Demain, l'équipe MAG publie pour la 14e fois son enquête annuelle, Vincent, le classement des sportifs français
les mieux payés cette année. Donc, Eric, toi t'as peut-être déjà vu le classement, mais Maryse, Vincent, vous allez jouer. Qui est le sportif français le mieux payé? Batum. Précision importante, tout revenu confondu, donc salaire plus sponsor, pub, etc. Le chiffre c'est en brut. Non mais c'est que des Français, tu parles des Français? Tout à fait, en brut, avant impôt. Numéro 1, s'il vous plaît. Non. Parker, Pénélope Fillon. Tony Parker pour la 4e fois, 35 ans, 19,6. Si c'est pas Tipeee, bah oui, parce qu'il y a les sponsors. 19,6 millions d'euros par an. Numéro 2, il est monté très haut, il a doublé ses revenus. Batum. Paul Pogba, 18 millions d'euros annuels. 3e, Benzema. 4e, ex-aequo, Batum, Franck Ribéry avec 14 millions. 6e, le fils de Yannick Noah, Joachim Noah. Numéro 7, Griezmann, 12,3 millions d'euros par an. Donc en fait, t'es en train de nous dire les 50 premiers, c'est entre le foot et le basket. Numéro 8, Blaise Matuidi. Numéro 9, Samir Nasri. Et numéro 10, peut-être une anomalie quand même, Dimitri Payet. C'est le 10e sportif français le mieux payé. Et je pense que tu peux descendre à 50 avant de trouver un autre sport. À mon avis. Même pas de tennis. Et les rugbyman, les pauvres sont ils sont pas invités. C'est les sports amateurs. C'est vrai qu'on pourrait être surpris de ne pas avoir de rugbyman, mais ça gagne pas assez. Ils gagnent pas assez. Les sports qui génèrent de l'argent gagnent de l'argent. Oui, puis non, mais c'est les sports qui gagnent surtout. Parce que si les rugbyman ils gagnaient un peu, peut-être qu'ils gagneraient des sous. C'est ce que je viens de dire. Ah, pardon.